Bonjour à tous, nous vous avons préparé avec amour 3 vidéos successives, afin de vous familiariser avec le chapitre consacré aux tests statistiques, et surtout avec la méthode, pour pouvoir résoudre les exercices qui vous seront demandés. Cependant, cette vidéo ne remplace en rien le cours dispensé en amphi par le professeur. Dans cette première vidéo, nous allons vous introduire le cours, vous présenter la démarche, et vous détailler le premier de nos tests, la comparaison entre une moyenne observée et une moyenne théorique. Vous aurez ensuite un exercice corrigé. Vous êtes prêts ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un test statistique ? C'est un test nous permettant de comparer différents paramètres, variance, moyenne, afin de valider ou de réfuter une hypothèse statistique, et ce, en fonction d'un échantillon tiré d'une population. À partir de calculs basés sur une observation, c'est-à-dire des données de l'échantillon, on va pouvoir conclure sur l'hypothèse de départ. Est-elle acceptable ou réfutable ? À quoi sert un test statistique ? Avec le test statistique, on cherche à savoir si la différence entre nos données observées et les données de la population est simplement due à la fluctuation d'échantillonnage ou bien s'il existe une réelle différence. À quel moment utiliser un test statistique ? Il existe 3 cas principaux que nous allons vous décrire dans cette vidéo. Dans un premier temps, la comparaison moyenne observée, moyenne théorique. Par exemple, on tire au sort un échantillon de 100 médicaments fabriqués au laboratoire X et on compare le dosage moyen au dosage théorique. La fabrication est-elle conforme ? Dans un second temps, la comparaison de 2 variances, le test de Fisher. Parmi 2 méthodes de dosage, on se demande si elles possèdent la même précision et sinon, laquelle a la plus grande précision, donc la plus petite variance. Pour finir, la comparaison de 2 moyennes observées. On a administré à 2 groupes de patients tirés au sort 2 somnifères. Les 2 somnifères peuvent-ils être considérés comme entraînant la même durée moyenne de sommeil ? Tout est clair ? Nous allons maintenant vous détailler la démarche à suivre pour les tests. Il existe plusieurs étapes que l'on retrouve dans les différents tests statistiques. Tout d'abord, il faut poser les hypothèses H0 et H1. H0 est l'hypothèse nulle, souvent définie comme une absence de différence, c'est-à-dire que les paramètres de la population source et de l'échantillon sont identiques, donc que la différence observée provient des fluctuations d'échantillonnage. H1 est l'hypothèse alternative, soit la négation de H0. Sous cette hypothèse, les fluctuations d'échantillonnage ne suffisent pas à expliquer la différence observée entre les paramètres étudiés. Ensuite, on suppose l'hypothèse nulle comme étant vraie. Sous cette hypothèse H0, on connaît la loi de probabilité d'une variable aléatoire qui exprime l'écart entre les paramètres étudiés. On peut maintenant calculer la valeur de la fonction discriminante. La fonction discriminante est la variable aléatoire. La valeur numérique de la fonction discriminante est, elle, appelée statistique du test. On la note généralement par la lettre faisant référence à la loi qu'elle suit, indicée par un petit c pour calculer. Puis, on fixe un seuil de décision, un risque alpha, et on compare. Le risque alpha est la probabilité de refuser H0 quand H0 est vrai. Quand ce n'est pas précisé, on considère toujours que alpha égale 5%, soit 0,05. On la note par la lettre faisant référence à la loi de probabilité, appropriée, indicée par alpha. Il nous faut maintenant lire la valeur seuil sur la table de valeurs. Mais attention, il faut utiliser la bonne table, sinon l'étape suivante est compromise et tous vos calculs n'auront servi à rien. Pour finir, on décide. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur seuil, on rejette l'hypothèse H0 au risque alpha de se tromper. On dit que la différence est significative. A l'inverse, si la valeur calculée est inférieure à la valeur seuil, les calculs obtenus sont compatibles avec notre hypothèse. H0 est alors conservé, H0 est acceptable. On dit que la différence est non significative, on ne peut rien conclure. Maintenant que vous connaissez toutes ces étapes, comment les utiliser concrètement ? Anaëlle, tu nous expliques ? Bien sûr, commençons par la comparaison d'une moyenne observée à une moyenne théorique. Problème. Nous sommes ici dans la situation d'une population dont on connaît la moyenne, nommée μp, et nous disposons d'un échantillon avec une moyenne notée x bar.
On cherche à savoir si l'échantillon en question provient ou non de la population de moyenne MUP, ce qui revient à dire que la différence observée entre les deux est réelle ou juste due aux fluctuations d'échantillonnage. On utilise par exemple ce test lorsque l'on veut vérifier qu'une méthode de dosage est juste. On mesure la concentration d'une même solution plusieurs fois et on compare avec la concentration connue. On cherche alors à savoir si la moyenne obtenue est compatible avec la concentration connue. On commence par poser nos hypothèses. H0, l'échantillon provient en effet de la population de moyenne MUP. H1, l'échantillon provient d'une population de moyenne mu différente de MUP. Nous allons ensuite supposer que H0 est vrai. On calcule la valeur de la fonction discriminante. Nous nous retrouvons dans une situation avec trois issues. Soit l'on connaît l'écart type de la population, sigma p, ce qui constitue la situation idéale, et auquel cas on peut appliquer la formule suivante. Avec x bar la moyenne de l'échantillon, mu p la moyenne de la population, sigma p l'écart type de la population et n l'effectif de l'échantillon. Ici, ZC suit une loi normale centrée réduite. Soit l'on ne connaît pas l'écart type de la population, mais l'échantillon a une taille supérieure à 30. C'est le cas le plus fréquent, où l'on applique désormais une formule quelque peu modifiée. Avec ici, S étant une estimation ponctuelle de l'écart type de la population, calculée à partir de l'écart type de l'échantillon sigma E. Comme précédemment, cette valeur suit une loi normale centrée réduite. Soit enfin, on ne connaît pas l'écart type de la population et l'échantillon a une taille inférieure à 30. On applique la formule suivante, dont on compare la valeur avec celle trouvée dans la table de Student à n-1 DDL. Dans ce cas, la fonction discriminante est appelée TC. Je ne vous ai pas perdu ? Ensuite, on fixe un risque alpha et on compare notre valeur calculée tantôt avec la valeur théorique trouvée dans la table adaptée. Dans le premier cas, où l'on connaît l'écart type de la population, on compare notre ZC à Z alpha dans la table de la loi normale centrée réduite. Dans le second cas, où l'on ne connaît pas l'écart type de la population et que notre échantillon a une taille supérieure à 30, on fait de même que précédemment. Profitons de cette occasion afin de vous faire un point sur la lecture de la table de la loi normale centrée réduite. Cette dernière a la particularité de ne pas dépendre des degrés de liberté. La valeur seuil Z alpha est trouvée en fonction du risque alpha associé. Les lignes de cette table correspondent aux dizaines et les colonnes sont les unités. Si on prend l'exemple du risque alpha le plus commun, 5%, soit 0,05, il suffit de choisir la ligne de 0,00 et la colonne de 0,05 et le tour est joué. La valeur seuil vaut 1,96 et est très souvent utile. Pour en revenir à l'étape 4, lorsque l'on ne connaît pas l'écart type de la population et que notre échantillon a une taille inférieure à 30, on compare notre TC à T alpha dans la table de Student à n-1 DDL. Voyons ensemble cette fois comment effectuer la lecture dans la table de Student. À la différence de précédemment, ici les DDL auront une importance des plus grands. En effet, ces derniers dépendent du nombre d'individus présents dans l'effectif. Les DDL sont obtenus en soustrayant à l'effectif total le chiffre 1. Sachant que les lignes correspondent aux DDL et que les colonnes aux différents risques, il nous suffit ensuite de trouver le croisement entre la ligne de nos DDL et la colonne du risque considéré. Dans le cas d'un exemple où nous nous trouvons avec une population de 5 individus et avec un risque alpha de 5%, la valeur seuil est trouvée de la façon suivante. Nos DDL valent 5 moins 1, donc 4. Ainsi, on trouve l'intersection entre la ligne 4 et la colonne 0,05, ce qui nous donne un TC de 2,776. Pas si dur que ça, pas vrai ? Pour finir, on décide. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur seuil, on rejette l'hypothèse H0 au risque alpha de se tromper. La différence est significative. L'échantillon ne provient pas de la population de moyenne MUP. A l'inverse, si la valeur calculée est inférieure à la valeur seuil, on ne peut pas rejeter H0. Tu nous détailles un exemple, PH ? Nous considérons une population dont la moyenne du diamètre du globe oculaire est MUP égale 0,256 décimètres. De plus, nous disposons d'un échantillon de 28 personnes, où x bar est égal à 0,18 et sigma e 0,03.
Nous souhaitons savoir si notre échantillon provient bien de la population de moyenne MUP. Stop Pierre-Hugues, t'as oublié un petit détail je crois. J'interviens pour vous proposer de faire l'exercice par vous-même. Il vous suffit de mettre pause, de prendre une feuille et de vous lancer. Si vous ne voulez pas le faire, pas de problème. PH va vous faire la correction tout de suite. Commençons la résolution de l'exercice. La première étape est de poser les différentes hypothèses. H0, l'hypothèse nulle, correspond dans notre cas au fait que l'échantillon provient de la population de moyenne 0,256. Cela signifie donc que l'écart constaté entre l'échantillon et la population est dû aux fluctuations d'échantillonnage. Nous posons également H1, qui nous dit que l'échantillon provient d'une autre population. La deuxième étape consiste à supposer H0 comme vrai. Nous calculons ensuite la fonction discriminante, en fonction des paramètres dont nous disposons. Ici, nous ne connaissons pas l'écart type de la population, et nous avons n égale 28. Nous calculons dans un premier temps l'estimation ponctuelle de l'écart type de l'échantillon avec la formule s'affichant à l'écran, et nous trouvons S égale 0,0305. Nous utilisons ensuite la formule correspondant au second cas, avec n inférieur à 30, pour calculer la fonction discriminante. Ici, TC égale 13,2. Ensuite, nous cherchons T alpha dans la table de student, avec alpha égale 0,05 et n-1 ddl, soit 27 ddl. Nous trouvons donc T alpha égale 2,052. Pour finir, étant donné que TC est supérieur à T alpha, la différence est significative et on rejette l'hypothèse nulle H0 au risque alpha de se tromper. Nous pouvons donc conclure que l'échantillon ne provient pas de la population MUP égale 0,256. C'est tout pour cette première vidéo. Merci de votre attention. Ça peut paraître compliqué, mais ne lâchez rien. La Stat Team vous y a tout de suite pour la prochaine vidéo sur le test de Fisher.